Bonjour à tous, ici Xavier Andignac, révélateur de puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'accueille Arnaud Perdry. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Salut Xavier. J'accueille Arnaud, qui est en fait un entrepreneur qui a une spécificité et je voulais vous le présenter, qui nous partage son histoire parce qu'il a une histoire inspirante. Arnaud était professeur des écoles, il a été aussi directeur d'un service de qualité et sa particularité, c'est qu'il a fait une retraite d'1 an et plus tard de 4 ans dans un temple bouddhiste. C'est bien ça, hein, reprends-moi si… Oui, j'ai un long parcours dans la tradition tibétaine et donc j'ai fait deux longues retraites complètement coupées du monde dans le bouddhisme tibétain, avec une retraite d'une année et une retraite de 4 années dans un petit cloître vraiment isolé. Et donc avec Arnaud, on s'est rencontrés dans un événement d'entrepreneurs et j'ai vraiment aimé en fait Arnaud par son authenticité, par au final le fait qu'il allie l'entrepreneuriat et le monde spirituel ou de la méditation, hein. Et en fait, je voulais vraiment l'interviewer pour qu'il nous partage en fait ses apprentissages et également ce qu'il peut apporter au monde de l'entrepreneuriat avec la méditation. Pour recentrer en fait, que les gens sachent qui tu es, Arnaud, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Ok, alors merci tout d'abord de me permettre de partager ce moment avec tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, j'étais professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Mais avant d'être professeur des écoles, j'ai travaillé dans le domaine de la qualité. J'ai beaucoup aimé ce métier qui est aussi aligné vraiment avec mon cheminement spirituel que j'ai eu par la suite. Et donc, entre 2000 et 2008, j'ai pris 8 années de disponibilité pour me consacrer intensivement au bouddhisme tibétain. Et de 2000 à 2001, j'ai fait une année de retraite complètement coupée du monde. Et de 2003 à 2007, une deuxième retraite. Et puis, suite à ces deux retraites, je suis retourné en classe en Seine-Saint-Denis, créé un blog en 2012 pour bloguer sur le sujet de la méditation et du bouddhisme tibétain. Et puis, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ça en démissionnant en 2014, parce que ces longues retraites m'ont vraiment amené de très grands bienfaits. Et je me suis dit, bien, autant consacrer ma vie à la transmission. Donc voilà en résumé ce que je peux Qu'est-ce qui t'a dire. fait partir en fait de… C'est seulement le fait d'avoir pratiqué 1 an qui t'a donné envie d'y repartir, ou est-ce que dans euh, ta profession de professeur des écoles, il y a eu un élément qui a fait que tu as souhaité changer? En fait, j'ai découvert le bouddhisme tibétain. Alors j'étais baptisé, mais pas du tout croyant ni pratiquant. Et j'ai découvert le bouddhisme tibétain en 1991. Et pendant 9 années, j'ai découvert et j'ai adoré cette tradition, cette science de l'esprit. Et en 2000, j'ai eu l'opportunité de faire une retraite d'une année parce que j'avais ces 9 années d'antériorité qui permettaient de comprendre que cette année intensive d'investissement sur moi allait me donner vraiment des résultats et des bienfaits que j'allais porter avec moi tout le reste de ma vie. Donc, cette année de retraite, je me suis investi vraiment intensément. On se réveillait tous les matins à 3h30, on méditait toute la journée, c'était très structuré, traditionnel, avec enfin bref, énormément de choses. Et les bienfaits que j'ai récoltés m'ont permis de signer pour une deuxième retraite où je pouvais aller plus loin, recevoir bien plus de pratiques pour les transmettre par la suite. Mm. Donc c'est la satisfaction et le parcours que j'ai eu pendant cette année qui m'a donné envie de m'investir pour les 4 années suivantes et pour devenir, on va dire, comme enseignant de méditation au lama. Donc je suis lama, mais laïque. Mm. Je ne suis pas ordonné moine, donc je suis laïque. Je ne sais pas si ça Tu répond peux à ta question. expliquer ce que c'est être moine laïque?
Alors, je suis, du fait d'avoir fait la retraite traditionnelle de 3 ans et 3 mois, complètement coupé du monde, dirigée par un lama authentique bhoutanais, eh bien, ça me qualifie de lama. Donc ça, c'est le Tu fait veux d'avoir fait dire une retraite de... moine, c'est ça? Non, c'est le fait d'avoir fait une retraite longue, traditionnelle dans une école précise. On porte le titre de lama si on consacre notre vie à la transmission. Ok. Après, il y a donc des lamas qui sont également ordonnés moines, qui ont le vœu de célibat et plein d'autres vœux. Donc, je ne suis pas moine, mais Ah, je suis lama. Et il y a des moines qui sont lamas et des moines qui ne sont pas lamas. Donc, je d'accord. suis laïque et j'ai une vie de laïque. Ouais. Et quelle est la définition, enfin, ouais, la définition de La lama? traduction du mot, c'est une abréviation de l'anamepa qui signifie mère insurpassable. Ah, C'est-à-dire ok. qu'une mère, elle éduque son enfant, elle le nourrit, elle le protège, elle l'accompagne, elle le soutient, mais au final, elle ne libère pas son enfant de la souffrance. Parce que plus tard dans sa vie, il a des problématiques et la mère n'est pas habituelle ou en partie. Donc, au final, elle n'arrive pas à libérer son enfant de la souffrance. Les guides spirituels, quelles que soient les traditions spirituelles, leur objectif, c'est d'aider l'individu à transcender la souffrance ou à pacifier ses émotions, bref, à avoir un cheminement spirituel pour se libérer de certaines problématiques et accéder au bonheur, pour résumer, ou à notre nature profonde ou divine si on est croyant. Et donc, un lama, c'est quelqu'un qui va accompagner spirituellement l'individu dans cette direction-là. Et donc, dans ce cas, il surpasse une mère puisqu'il aide l'individu à dépasser des problématiques et à se libérer de la souffrance. De la Voilà. souffrance. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu veux dire par la souffrance? La souffrance liée aux émotions ressenties? En fait, la notion de souffrance, c'est un vaste et profond sujet qui comporte plein de directions. Mais on va dire que, pour résumer, la souffrance, c'est cette sensation, moi je souffre, j'endure une peine, j'endure une émotion. Donc, avant d'être des concepts, c'est peut-être même des sensations. Et cette sensation, elle naît du sujet, moi je, de l'individu, cette graine viscérale qui est affectée quand on la taquine, quand on l'agresse, quand on se sent vulnérable, quand on se sent, quand on prend les choses à cœur. Donc ça, c'est moi je. C'est ça Mhm, la graine qui va endurer mhm. et qui va générer les émotions perturbatrices. Donc le travail spirituel de l'ensemble des traditions spirituelles, travailler autour de cette graine. Donc il y a plein de façons de faire. Donc l'objectif de l'ensemble des traditions spirituelles ou des approches spirituelles par opposition aux démarches de développement personnel, eh bien, les démarches spirituelles vont aider l'individu à se reconnecter à une dimension de lui-même qui n'est pas ce petit centre vulnérable, mais qui est quelque chose de beaucoup plus vaste, profond, stable et paisible. Mhm. Voilà, c'est en quelques mots, c'est un challenge de parler très vite en quelques mots, mais voilà ce que l'on peut dire sur la souffrance. Donc, Et ce que j'aime bien en fait avec cette approche, alors peut-être que certains termes parleront pas aux personnes qui nous écoutent, mais ce que je remarque en fait, parce que moi j'ai eu ce parcours dans le développement personnel et le coaching également, donc j'ai été coaché, accompagné, et ce que je vois en fait, c'est que ce coaching, le développement personnel, c'est issu bon déjà des États-Unis où à la base ça vient du sport. Et il y a eu une notion, là, il y a eu un rapprochement entre ce coaching qu'ils avaient créé au niveau du sport et également des enseignements ou des disciplines issues de l'Asie. Et donc, je pense aussi au bouddhisme. Et quand j'écoute en fait les enseignements dans le bouddhisme, c'est très très proche de tout ça. Et ce que je vois en fait, c'est que j'utilise souvent cette métaphore, c'est que le développement personnel, c'est un peu atteindre son but personnel en étant matérialisé comme une montagne. Et je matérialise là cet accomplissement de soi par monter cette montagne. Et en fait, ce que je vois, c'est que ces différentes disciplines, quelles qu'elles soient, elles mènent au même but, en quelque sorte, mais en empruntant des chemins différents, plus ou moins directs ou plus ou moins. Voilà. Et au final,
la personne qui choisit de grimper cette montagne, qui choisit en fait son chemin et son accompagnant. Et en chemin, en fait, il peut y avoir des buts ou des étapes intermédiaires. Et en chemin, il peut y avoir des étapes qui sont vraiment nécessaires, qui sont agréables, qui sont des objectifs auxquels on tient vraiment fort, mais qui relèvent de la notion de sujet, d'individu, ce moi-je. Alors, on a besoin de ces objectifs parce que ça fait avancer, mais du point de vue des voies spirituelles, l'individu n'atteindra son plein potentiel que lorsqu'il aura dépassé même cette notion de sujet. Parce que tant qu'on a des objectifs qui sont propres au sujet, à l'individu, ces objectifs sont fabriqués, sont pensés et sont vulnérables parce qu'ils peuvent s'écrouler d'un jour à l'autre, C'est pour ça que le naturel revient au galop. C'est pour ça qu'on vise des objectifs, mais si toutes les conditions ne sont pas réunies extérieurement pour qu'on les atteigne, on ne va pas les atteindre. Donc, c'est des objectifs qui sont conçus, conditionnés, et l'individu n'atteindra ses pleins potentiels que lorsqu'il aura touché ce qui n'est pas conditionné, ce qui est universel, durable, accessible tout le temps, quelles que soient les conditions. Et ça, c'est vraiment des potentiels très profonds. Donc, nous, dans la tradition du Bouddha, on parle souvent d'objectifs semblables à l'espace. Une montagne, c'est quelque chose de solide, de rassemblé, c'est puissant, ça inspire, on a beaucoup de méditation sur la montagne, mais l'espace, lui, il n'a pas besoin d'être quelque chose, il est déjà espace. On ne peut pas le détruire, on ne peut pas le détériorer, il est illimité, il est toujours accessible, et notre nature profonde, la nature véritable de notre esprit, quand ça dépasse la notion de sujet ou d'individu, quand on arrive à se reconnecter à cette dimension-là, on touche à un espace intérieur ou extérieur qui, lui, est toujours disponible, paisible, profond, puissant. Et dans l'espace, on peut tout créer. Donc, on peut avoir n'importe quel projet, n'importe quelle passion, n'importe quelle entreprise. Ça peut être infini, parce que dans l'espace, on peut émettre des choses en quantité infinie. Donc, l'esprit, on dit que l'esprit est semblable à l'espace, c'est-à-dire qu'on peut avoir des talents infinis, des projets infinis, des pensées infinies. Ouais. Et donc, Arnaud, par rapport au bienfait de la méditation, qu'est-ce que ça peut apporter à un entrepreneur, la méditation? Alors, le terme méditation désigne énormément de pratiques différentes avec des objectifs et des bienfaits différents. Donc, c'est difficile de résumer. Mais ce que l'on peut dire, c'est que, alors pour un entrepreneur, ça pourrait être une capacité à se sentir plus serein, quand bien même il y a des problématiques à gérer, du stress, des tensions qui viennent de la clientèle, des collaborateurs, des chefs, enfin bref, de l'environnement en général. Une meilleure capacité aussi à faire une coupure entre le travail et la maison. Parce qu'en fait, lorsqu'on se relaxe plus vite, lorsqu'on se relaxe, eh bien, ça donne la capacité à vraiment faire la part des choses entre les différents univers, et puis le monde du travail rentre moins dans la maison. Excusez-moi, pour ces entrepreneurs qui sont dans, comme j'utilisais tout à l'heure à l'expression au four et au moulin, ils travaillent sur à la fois avoir des clients, sur le marketing, sur la vente, sur tout un tas de différentes activités, et peut-être même que ces entrepreneurs qui me suivent ont différentes activités, différents business parce qu'ils s'épanouissent comme ça, et en quoi en fait la méditation, voilà, tu parlais d'être serein, est-ce que ça peut les aider là, sur ça? En fait, en t'écoutant parler, c'est très clair que des personnes qui sont vraiment très actives comme ça et qui ont beaucoup de casquettes et beaucoup de compétences à déployer dans différentes directions, en fait, la méditation peut amener beaucoup d'efficacité, beaucoup de clarté et du coup, plus le sens de l'organisation. Quand on s'organise et qu'on fait une chose à la fois, lorsque l'esprit est vraiment focalisé, on est très efficace. Du coup,
lorsqu'on arrive à gérer ses affects et à s'engager et à être focus sur ce qu'on fait à l'instant T, eh bien, en fait, on est efficace et créatif dans ce qu'on fait là. On n'est pas envahi par les autres choses, par le lendemain, par les autres sphères. Et du coup, on passe d'une sphère à l'autre beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement. Est-ce qu'on gagne du focus Et aussi? enfin, moi, je l'ai constaté, hein, j'ai aussi travaillé sur ma façon d'organiser mon travail, encore récemment. Donc, j'ai beau avoir un gros background en méditation, parce que je suis passé par des méthodes d'organisation de mon travail, je n'ai pas mis mon calme intérieur au service de ma productivité. Donc, en associant mon calme intérieur et des outils d'organisation, là, j'ai fait un saut quantique, j'ai fait un saut dans ma façon, dans mon efficacité, en fait. D'accord. Donc, en fait, la méditation, elle va emmener la capacité à être disponible à ce qu'on a à faire maintenant. On le fait efficacement et on peut passer à une autre chose. Donc, les personnes qui ont énormément de choses à faire différentes, eh bien, elles vont passer d'une chose à l'autre en les ayant organisées et en étant efficaces. Ok, c'est intéressant parce que par rapport aux personnes que j'accompagne qui ont de multiples intérêts, donc c'est ce dont on vient de parler, mais aussi elles ont une curiosité très accrue. Et en fait, quand elles travaillent sur quelque chose, une chose en appelle une autre, et donc c'est leur structuration mentale, cette structuration de ce cerveau en arborescence qui fait qu'elles ont des idées qui viennent comme ça, qui fusent. Et si elles n'ont pas ce calme intérieur, elles peuvent partir en, comme on dit parfois, en digression. Et au final, se rendre compte à la fin de la journée qu'elles n'ont pas été aussi efficaces qu'elles le désiraient. Elles ont une bonne vue globale peut-être du sujet, mais elles n'ont pas été aussi focus qu'elles l'auraient dû. Et donc voilà, est-ce que comment la méditation peut aider ces personnes pour améliorer cette dispersion que je vais appeler aussi, cette En curiosité. fait, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis là, parce que moi aussi, je suis j'ai pas mal de projets, mais en fait, j'ai appris à regarder ceux qui me plaisent davantage, ceux qui me font plus vibrer, et parce que j'ai envie de les réussir, j'ai envie de m'engager dans cette direction-là. Donc, j'organise mon travail avec les actions qui me plaisent le plus, et après, je reste focus sur les actions que j'ai décidé de faire. Mais c'est aussi un travail, un apprentissage de pas dans d'autres directions quand c'est pas le moment. Donc, je m'autorise des moments dans la journée où c'est un peu freestyle et la porte est ouverte pour laisser partir l'esprit. Mais à d'autres moments, parce que je suis focalisé sur des choses que j'aime, eh bien, j'aime l'efficacité et j'aime être focusé. Donc, du coup, par exemple, l'une des clés, c'est que j'ai fait le ménage dans mon environnement. Devant moi, dans mon champ visuel, en fait, dans mon champ visuel, j'ai uniquement ce que j'ai à faire maintenant. Le reste, c'est derrière. Donc, ma to-do list qui fait 1 kilomètre de long, avant, elle était affichée au mur, là, et j'avais un beau tableau très valorisant parce que j'ai plein de choses à faire et waouh, je suis performant. Oui, mais tu es improductif parce que tu as une partie de ton mental qui part là-bas quand tu es en train de travailler ici. Donc, pour être focus, il faut vraiment un visuel qui est épuré et on met derrière ce qu'on n'a pas à faire maintenant. Intéressant. Mais la méditation emmène intérieurement cette capacité à être focalisé comme un rayon laser sur ce qu'on a à faire maintenant. Mais il faut que ça soit aussi une chose qui fasse sens et il faut qu'on soit aligné avec ces choses-là. Si on n'est pas aligné avec ce qu'on est en train de faire, si ça ne nous plaît pas, si on est en décalage, eh bien c'est normal d'être attiré par des choses qui nous attirent davantage. Oui. À un Oui. moment donné, il y a aussi des choix à faire d'activité. Et par rapport à ce parcours que tu as eu, parce que voilà, tu es parti de professeur des écoles, tu as fait de la méditation, et là, tu es devenu entrepreneur. Et moi, j'aime bien ça, en fait, cette notion que toi, tu apportes, tu rapproches en fait le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la méditation plus spirituelle, alors qu'on voit quand on fait du développement personnel, quand on va dans des séminaires, on en parle de ce côté plus spirituel, de la vision, de notre identité, tout ça. Mais est-ce que toi, tu peux parler de ton expérience de l'entrepreneuriat et de la méditation? Comment ça t'est venu?
En fait, dans notre vie, surtout en Occident, on passe combien d'années à l'école? On passe, je sais pas, 10, 20 ans, 25 à l'école. Donc, on apprend énormément de choses, mais on oublie que notre calme intérieur, la gestion des émotions, la gestion des relations, ça s'apprend aussi. Et comme on n'investit jamais dans ces directions-là, on arrive sur le marché du travail sans être armé intérieurement pour gérer le stress, les émotions, les relations, l'efficacité, l'organisation. On n'est pas du tout formé à ça. Moi, j'ai fait 2 burn-out. Hein. Je travaillais dans le monde de la qualité, mais je suis parti dans l'éducation nationale parce que j'étais en burn-out, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris à prendre soin de notre intériorité. Et après, on va avoir des responsabilités. Ça a été mon cas qui était trop haute pour moi. Je sortais de l'école, j'étais très jeune et on m'a mis dans une PME de 60 personnes, il y avait 55 femmes. C'était l'enfer pour moi. Mais on n'est pas armé intérieurement pour gérer nos émotions. Du coup, euh, on a aussi la tendance à séparer le monde du travail sur soi et donc de la spiritualité. Parce que l'objectif de la spiritualité, c'est pas de la poésie, de la spiritualité. Ouais, j'aimerais que tu parles Ouais, de ça parce que c'est vraiment important. on va dire qu'on peut se faire plaisir avec de la poésie, on peut aller, je sais pas, voir des spectacles, aller au cirque, au cinéma, c'est du divertissement pour se faire plaisir. La spiritualité, c'est un ensemble de voies très diverses, spiritualité théiste, athée, scientifique, philosophique, bref. Mais la spiritualité, ça a pour but de nous aider à vivre en paix avec nous-mêmes, adapté au monde, adapté aux autres, adapté à l'environnement professionnel, adapté à la clientèle, aux professionnels, etc. Mais la spiritualité, ça a pour but de nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc la spiritualité, c'est ça. Travailler sur nous pour être en paix, souple, plein de qualité, minimiser nos zones d'ombre, réaliser nos objectifs, avoir une vie goûteuse, pleine de sens. Donc l'objectif des spiritualités, c'est ça. Après, la forme qu'elles prennent, c'est très varié. Dans les restaurants, il y a des restaurants chinois, japonais, italiens, français. Mais donc la méthode qu'on va utiliser dépend de chaque tradition. Ouais. Et ce que je rappelle parfois dans mes vidéos, c'est qu'on n'est pas des avoirs humains, on est des êtres humains. Le avoir, quand je dis avoir humain, c'est un clin d'œil avec acquérir des compétences, acquérir du savoir, des choses qui sont externes à nous et qu'on essaie de rentrer dans notre esprit, mais ce n'est pas notre nature au final, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et cette spiritualité, moi, comment je le vois, comment je le perçois aujourd'hui, c'est se reconnecter à cet esprit parce qu'on est un esprit au-delà d'être une personne. Parce que je parlais à mon père la dernière fois, je lui disais, on n'est pas notre corps. Parce qu'on te coupe le bras, tu es toujours la même personne. Quoi. Tu vois, on peut te couper des membres, tu seras toujours la même personne. Il y a quelque chose en nous qui est matière, donc le corps, mais il y a quelque chose qu'on oublie et on veut. Je pense que c'est dans le monde de l'Occident, on n'en parle pas trop. Spiritualisme, la notion de l'esprit, ce qu'on est profondément au final. On ne veut pas trop en parler parce qu'il y a eu peut-être des croyances liées à ça, liées à de comment ça a été peut-être de notre passé, je ne sais pas comment commencer, mais au final, on en a vraiment besoin. Et moi, je me suis retrouvé avec moi-même en me connectant à qui je suis intérieurement. Et ce n'est pas avec des choses extérieures, parce qu'avant, j'étais beaucoup dans l'extériorité, à acquérir, à faire beaucoup de sport, beaucoup. Et au final, je me déconnectais de qui j'étais vraiment intérieurement. Et c'est en faisant ce parcours vers intérieur, vers qui je suis, et tu parlais de ça, là, de la spiritualité, et c'est quelque chose que je pense est nécessaire pour se sentir rempli. C'est ce lien entre le monde de la matière, de ce qui est matériel,
et le monde intérieur, notre monde intérieur. On n'en parle pas trop. Avec le développement personnel, ça arrive, mais ce monde intérieur-là, de ce qui se passe dans la tête, c'est essentiel. En fait, tant qu'on ne se pose pas ce genre de questions-là, qu'est-ce que je suis et qui je suis, en fait, même le qu'est-ce que je suis, il est plus important que le qui je suis. Parce que le qui je suis, il a évolué. On n'est pas le même que lorsqu'on avait 2 ans, 15 ans, 20 ans, et qui on sera dans 30 ans. Alors, il y a une forme de continuité. En tout cas, on a le sentiment, on a l'expérience concrète qu'il y a une continuité, puisqu'on dit toujours je, moi, et on est toujours l'individu. Mais ce qu'il est, ce qu'il manifeste est changeant. Donc, tant qu'on ne se pose pas cette question, qu'est-ce que je suis, et tant qu'on ne le reconnaît pas, eh bien, on ne sera jamais aligné avec ce qui nous caractérise vraiment en profondeur. Donc, et tant qu'on n'a pas investigué dans cette direction-là, on sera toujours, on va chercher le bonheur à côté de la plaque. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et merci de souligner, qu'est-ce que l'on est? Et je pense que c'est de plus en plus, enfin, c'est pas de plus en plus, mais c'est essentiel en tant qu'entrepreneur pour être bien et aligné avec son business, de savoir qu'est-ce qu'on est pour savoir qu'est-ce qu'on veut apporter dans ce monde. Parce qu'il y a une partie de l'entrepreneuriat, mais moi qui m'a jamais donné envie, c'est cette personne qui se dépasse et qui en fait toujours plus. Mais en fait, son métier, ce qu'elle fait, c'est pour gagner de l'argent, mais pas pour se remplir intérieurement. Et dans la vision que tu as et que tu m'as partagée, est-ce que tu peux en parler d'ailleurs de cette vision que tu as bâtie et que tu en fait matérialises grâce à l'entrepreneuriat? En fait, juste pour rebondir sur un petit point que tu as évoqué sur l'argent, il y a des milliardaires qui se suicident. Donc la question clé, c'est pas l'argent, c'est en effet la façon dont l'habitant de ce corps, dont l'habitant se ressent et expérimente sa vie. Donc ce que je bâtis actuellement, c'est que, en fait, auprès de ma clientèle en méditation, je transmets des outils, mais aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux qui nécessitent qu'on ne reste pas dans notre propre petite sphère. Donc moi, j'enseigne dans le milieu du bouddhisme tibétain, mais les outils que j'ai à transmettre transcendent, dépassent la notion de religion, dépassent le cercle du bouddhisme tibétain. Donc la pleine conscience, actuellement, c'est un mouvement et des pratiques très connues, qui est à la mode, qui viennent du bouddhisme tibétain, qui viennent du bouddhisme. Mais il y a plein d'autres outils. La pleine conscience, c'est juste les cacahuètes de l'apéritif. C'est pas tout le buffet. Et donc, mon challenge actuellement, c'est de transmettre des outils et des approches dans les programmes d'accompagnement de coachs, naturopathes, thérapeutes qui s'intéressent à la méditation et qui ont une clientèle ouverte au sujet, parce qu'il y a des choses merveilleuses à transmettre sans que les personnes se convertissent à quoi que ce soit, sans devenir religieux, bouddhiste, à rentrer en spiritualité. Non, non, c'est vraiment en intégrant des outils au cœur de notre quotidien. Et il y a des choses très simples et puissantes à transmettre. Ouais. Donc, mon challenge, c'est participer à des actions qui répondent à des enjeux sociétaux. Donc, actuellement, on parle de beaucoup de problèmes relationnels en entreprise, de burn-out. Les coûts d'absentéisme sont énormes. Bref, un manque à gagner les cours. Pardon? Le taux d'engagement. Le taux d'engagement, la créativité, le leadership. Un manager, plus il sera bien lui-même, plus il va se connecter avec les autres avec empathie, ouverture et créativité. Donc, la méditation, ça permet de développer un leadership humain. Ouais. Il y a énormément de choses à faire et on n'en est qu'à l'âge de pierre actuellement dans ce domaine-là dans l'entreprise. Et tu l'as souligné, mais j'aimerais en fait qu'on en reparle pour que ça soit bien intégré.
euh, ce que toi, tu enseignes et la méditation ou l'enseignement que tu apportes, euh, il est détaché de tout ce qui est bouddhisme et comme tu dis, c'est des techniques que tu apportes. Est-ce que tu peux parler euh, de ces techniques, quelle forme elles ont pour que ça soit plus concret pour les personnes qui nous écoutent? En fait, euh, derrière les formes traditionnelles qu'on retrouve derrière les pratiques du bouddhisme tibétain, il y a des principes, il y a des mécanismes qui ne dépendent pas de la forme culturelle ou de la forme religieuse. Et ces principes-là, on peut les décliner. Donc, pour symboliser, pour résumer plutôt, pour synthétiser, il va y avoir des pratiques qui vont développer le calme intérieur, l'ancrage. Ça va rendre la personne disponible à ce qu'elle a à faire, aux autres, ou à des réflexions, ou à un travail en coaching. Donc, ça rend disponible. Et quand l'individu est disponible, eh bien, il peut mettre en œuvre ce qu'il connaît, enfin ses compétences, son expertise, consciente ou inconsciente, et il va avancer beaucoup plus vite dans ses actions, dans ses avancées en coaching. Donc, on focalise l'esprit, on le rend disponible, et là, on va pouvoir y injecter, entre guillemets, soit des réflexions à conduire, soit des thématiques telles que, je ne sais pas moi, l'écoute, l'empathie, l'amour, la compassion. Donc ça, c'est des notions qui nous semblent comme spirituelles ou religieuses, mais non, c'est très concret en entreprise. Quand on croise un employé qui est stressé, eh bien voilà, avoir cultivé sur le coussin de méditation certaines tendances à l'écoute, à l'amour et à la compassion, ça fait qu'on va prendre le temps de ressentir son état d'être, de le questionner, et puis plus on sera familier avec ces notions-là sur le coussin de méditation, plus on sera créatif et adapté concrètement dans les situations en entreprise. Et ce n'est pas notre personne qui va être en cause, qui va être en jeu, c'est la situation et l'être qu'on va rencontrer qui vont laisser, enfin, les solutions qui vont se manifester en nous ne vont pas dépendre de nous, mais vraiment des situations. Donc ça rejoint tout à l'heure le moment où on disait que ce qui endure la souffrance, c'est moi-je, c'est cette petite entité viscérale, là, ce centre. Et quand, en tant que chef d'entreprise ou employé, on est très centré sur nos affects et qu'on est tendu et qu'on craint une situation, qu'on craint de rencontrer un collègue, qu'on craint de rencontrer un fournisseur, qu'on craint de rencontrer un investisseur ou autre, quand on est dans la crainte, on n'est pas en capacité de répondre à ce qu'il attend. Alors que si on est en lâcher prise, qu'on est en paix, qu'on est dans la non-peur, cet état-là va vraiment nous permettre de nous connecter à l'autre et d'être beaucoup plus créatif pour répondre à ce dont il a besoin. C'est intéressant. Tu parles de disponibilité, d'accueillir l'autre, d'être en relation à l'autre. Et c'est pas, j'avais marqué tout à l'heure quand on en discutait là, ça désociabilise pas. Ah, J'avais ouais. ça en tête, le fait d'être dans une approche comme ça, méditative, intérieure, travail intérieur. Ça peut je dis ça, ce mot qui est peut-être choquant, mais je pense que certains, ça leur fait peur. Et si tu dis je fais de la méditation, il y a des personnes qui peuvent en rire. Mais ce rire est en fait pour cacher la peur qu'elles ont. C'est une certaine ignorance La peur de l'inconnu. ouais, peur de l'inconnu. Et donc, Mais ouais, tu dis que c'est totalement l'inverse en fait que ça génère. en fait, on a peur de l'inconnu parce que notre système cérébral, notre système cérébral est programmé depuis des millions d'années pour avoir peur de ce qu'il y a derrière le buisson. Ouais. Parce que ça peut être un animal dangereux, donc ce qui est caché, on doit en avoir peur, donc il faut être attentif. Donc ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, on en a peur. Et c'est normal. Mais en matière de spiritualité et de méditation, c'est bien dommage parce que ce qu'on ne connaît pas, ça pourrait être vraiment très puissant pour nous.
Ouais. Et je rigolais tout à l'heure quand tu as évoqué le sujet parce que Petit changement technique, j'ai changé d'endroit et donc on va continuer. Alors nous, on parlait précédemment de la méditation et peut-être la peur de certains, la peur de pratiquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait dans les mœurs et des personnes peuvent avoir un regard critique ou amusé sur la méditation. Et tu peux expliquer en fait ce qui se trame derrière ces critiques, ces… alors la peur est vraiment naturelle parce qu'en fait, notre système cérébral est programmé depuis des millions d'années pour avoir peur et réagir face au danger. Donc, par exemple, notre cerveau est programmé pour avoir peur de ce qu'il y a derrière un buisson. Ça peut être un animal dangereux. Donc, on est programmé comme ça. Donc, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Quand l'homme préhistorique migrait au moment de l'hiver pour aller dans des régions plus propices, eh bien, il avait peur de manquer de nourriture, il avait peur ou de ne pas trouver de nourriture, il avait peur des animaux en route, etc. Donc, c'est normal d'avoir peur. Mais il faut passer outre la peur pour aller découvrir ce qu'il y a de merveilleux à découvrir. Et toutes les voies de méditation ont vraiment des trésors à nous partager. Et l'objectif de ces voies-là, c'est de nous servir. Ça n'a aucun autre objectif. C'est vraiment de servir l'individu qui va recevoir ces trésors. Moi, par exemple, j'ai fait mon propre bien en suivant ce cheminement. Je pourrais avoir un petit emploi pépère n'importe où. Je serais bien mais avec moi-même et je pourrais me satisfaire de n'importe quel emploi. Voilà. Mais donc, si je passe à la transmission de ces outils-là, comme beaucoup de maîtres spirituels, si je passe à la transmission, soit bénéfique à l'autre. Donc la notion de peur là-dedans, elle n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'est l'individu, s'il s'intéresse à ses trésors, il va en récolter des bienfaits. Mm. Quand je suis rentré en retraite pendant un an, j'aurais pu me dire ah, mais les gens de mon entourage, la famille, les gens du village vont avoir peur de ça, ils vont penser que je rentre dans une secte, et j'aurais pu avoir peur du rejet ou du qu'en dira-t-on. La famille aurait pu être dans ces dynamiques-là. Et ça ne s'est pas du tout produit parce qu'en fait, c'est pas les peurs qui habitaient mon entourage, mais le plaisir à me voir moi-même aller découvrir ces trésors-là pour ensuite les partager quand j'allais sortir. Mm. Donc voilà, il faut parfois être passé derrière nos a priori pour aller voir ce qui se Et aussi, cache derrière ce qu'on ne connaît pas. mhm. On est peut-être aussi dans une période où la méditation, il y a de plus en plus d'études. Il y a Mathieu Ricard aussi qui a aidé beaucoup dans ce sens pour montrer les bienfaits de la méditation. Donc Mathieu Ricard était un scientifique, il a une étroite collaboration avec des scientifiques. Il a beaucoup aidé dans ce sens pour montrer en fait les bienfaits de la méditation de façon scientifique parce que dans notre monde occidental, on a besoin de voir scientifiquement est-ce que c'est prouvé qu'il y a des bienfaits. Bon, moi qui l'ai pratiqué, les bienfaits, je les ressens, le calme intérieur, la paix intérieure, la connexion avec mon corps, je le ressens énormément et rapidement avec les techniques que tu proposes. Et donc, chacun en pratiquant peut en percevoir les bienfaits. Il n'y a pas besoin d'avoir cet aspect scientifique, mais ça peut aider certaines personnes. Et je pense que pour revenir à ce que tu disais, l'ouverture par rapport à la méditation, elle est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques dizaines d'années, je pense. Donc, C'est sûr, et là, la science est en train aussi d'explorer des choses qui vont encore ouvrir vraiment de nouveaux horizons. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, en effet, le Dalai Lama, Mathieu Ricard et des centaines d'équipes de scientifiques dans le monde, des centaines d'équipes, hein, donc c'est vraiment énorme, il y a des études, il y a des milliers d'études à grande échelle sur l'impact de la méditation. Mais ils ont fait uniquement leurs recherches sur les effets de la pleine conscience ou de la concentration ou de l'attention.
les recherches ont vraiment focalisé là-dessus. Mais là, ils sont en train de passer à une nouvelle étape qui va plutôt intégrer des méditations plus profondes ou d'un autre ordre. Et ça, c'est tout nouveau. Il y a une équipe française très connue qui travaille avec Mathieu Ricard, qui va sortir un rapport tout prochainement. Et là, on va toucher des points qui rejoignent des points très profonds de l'ensemble des traditions spirituelles très avancées. Là, on touche vraiment des domaines très, très, très profonds. Ok. Mais là, quand on va commencer à explorer, en fait, quand on va commencer à transmettre des outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin que la pleine conscience, là, il va y avoir des avancées et des impacts positifs énormes. Donc là, on est à une époque charnière hyper intéressante. Et j'ai des outils innovants qui vont contribuer à ça. Donc Arnaud, par rapport aux personnes que j'accompagne et qui ont, ben, comme je disais, cette structuration de pensée, beaucoup en arborescence, des pensées qui fusent dans tous les sens, qui peuvent les empêcher aussi parfois de dormir, en quoi en fait ben, la méditation peut les aider pour ça? En fait, généralement, derrière le mot méditation, on pense souvent que c'est synonyme à ne pas avoir de pensée. Alors, on en arrive à penser qu'avoir beaucoup de pensées, c'est un obstacle à la méditation. Mais en fait, c'est vraiment une idée reçue complètement erronée. La méditation, c'est pas forcément ne pas avoir de pensée. Et justement, avec les personnes qui ont beaucoup de pensées, leurs méditations peuvent vraiment se focaliser sur ces pensées. Donc, à la limite, plus il y a de pensées, plus on peut méditer. Et des choses très profondes qui auront pour effet de pacifier ou de couper ces pensées et de les aider à dormir. On peut, je peux donner une instruction, je peux vous donner une instruction très simple, mais Ah très ben, profonde. je voulais te le proposer, donc ça tombe bien que tu... Okay. Ouais. Donc, quand on a plein de pensées, ou quand on a une pensée, on rumine quelque chose, ou quand on a plein de pensées, généralement, on réfléchit sur le contenu des pensées. On pense à ceci, à cela. Donc, on a le nez dans le guidon et on pense au contenu des pensées. Et du coup, ça peut être chargé d'émotions, positives, négatives, peu importe, ou je ne vais pas dormir et ça m'angoisse, ou bref. On est dans le contenu des pensées et dans leur charge émotionnelle. Donc ça, c'est la façon habituelle de considérer les pensées. Du coup, là, c'est vraiment un problème. On peut vraiment changer de stratégie. Avec les mêmes pensées, on va se poser des questions. Mais c'est des questions à se poser en quantité, hein, régulièrement. Donc, quand les pensées émergent, par exemple, si on n'arrive pas à dormir, mais quand une pensée émerge, on la regarde et on se demande où elle est, quelle taille elle a, quelle forme elle a, quel poids elle a. Donc on cogite là-dessus, on s'y autorise. Après, on va se demander, alors, avant d'être là, où est-ce qu'elle était géographiquement? Quand elle va disparaître, où est-ce qu'elle va aller? Donc on cogite. On peut même fatiguer l'intellect, mais on cherche et on regarde. Donc là, quand on est en train de faire ça, on n'est plus sur la charge émotionnelle, mais on fait une méditation analytique de la nature de la pensée. Hein. C'est un peu technique, mais on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'une pensée. On ne demande pas à quoi je suis en train de penser. C'est un problème en train de se demander, ces pensées, qu'est-ce que c'est? Alors après, c'est la personne qui vous guide en méditation qui va comme débriefer vos réponses. Mais menez l'examen et vous allez voir que les réponses, c'est ce que vous allez voir, enfin c'est ce que vous allez trouver dans vos réponses qui vont pacifier votre esprit et vous aider à vous endormir. Parce que quand on est en train de faire ça, on n'est plus focalisé sur les affects en jeu, on est sur l'analyse, comme une analyse technique de qu'est-ce qu'une pensée. Donc ça désamorce plein de mécanismes émotionnels
qui ont créé toutes ces pensées. Hmm. Et ça désamorce cette identification que l'on peut avoir vis-à-vis de la pensée. Alors ça peut, là on est déjà dans l'analyse de ta réponse, hein. Et en fait, le débriefing, on le fait toujours en individuel, pas en Ah, ok, collectif comme ça. c'est lié à Parce chacun. que les réponses sont variables d'un individu à l'autre. Par exemple, où est la pensée? Eh bien, les réponses vont être très différentes. D'où elle vient? Où est-ce qu'elle va? Quelle taille elle a? Quelle forme elle a? Quel poids? Quelle texture? Donc les réponses sont très variées, mais c'est ça qu'on prend quand on est guidé en méditation. On prend les réponses comme le début de la pelote de laine et on rebondit sur les réponses pour guider la personne. Et au final, les fruits de ce genre d'analyse sont vraiment puissants. Hmm. D'accord. Allez, je vais juste donner une application pratique. Ok. Ok. Par exemple, il y a une journée stressante au travail. On rentre à la maison, on est stressé, on pense à des collègues, on pense à la situation, et donc il y a toute une histoire et des affects. Okay. Si on tombe dans les affects et on réfléchit à la situation d'une façon ordinaire, eh bien, on connaît les conséquences. On est fatigué, on est stressé, on ne dort pas, et voilà. Maintenant, l'autre façon de faire, en lien avec ce que je viens de dire, c'est que quand on pense à ces situations-là, on peut se poser les mêmes questions. Ce à quoi je suis en train de penser, en fait, oui, c'est un collègue, oui, c'est une situation précise, mais en vérité, ici et maintenant, quand je suis dans mon canapé à la maison, je suis avec qui? Je suis avec mes pensées. Donc, ce n'est pas le collègue à qui je pense, c'est à mes pensées. Qu'est-ce que je vois? Ce n'est pas une situation, c'est une image de la situation. Donc, je suis en lien avec moi-même, en moi-même. Et tout ça, ça se passe en nous-mêmes. Et si on ne se pose jamais ces questions, par exemple, d'où vient l'image, d'où vient le souvenir, d'où vient l'émotion, qu'est-ce que c'est, quelle taille, quelle forme, c'est des questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Si on ne se pose jamais ces questions-là, jamais on va se dire, je suis en train de me raconter des choses avec moi-même, et on reste dans une logique émotionnelle et on n'en sort pas. Donc l'une des façons c'est une approche qu'on appelle trancher à travers les émotions. C'est-à-dire qu'en se posant ces questions-là, on est dans le canapé et on se dit, mais à quoi je pense? C'est un songe, comme un rêve, un souvenir. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le collègue, ce n'est pas la situation. Quand on analyse ça comme ça, on désamorce plein de mécanismes émotionnels. Mais il faut s'y entraîner, parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain, ce désamorçage. Ça s'apprend. Là, je fais juste d'initier le sujet. Ah, ben merci. Merci Voilà. pour ce partage. Donc ça vaut pour tout, hein, des problèmes liés au passé. Les situations ne sont plus là du tout, mais blablabla. On parle. Alors, ce genre d'analyse-là, ça devient puissant quand on a préparé le terrain avec une certaine dose de calme mental et de focalisation, où on devient très disponible pour regarder droit dans les yeux ses pensées en question ou ses souvenirs de la journée. Donc ça se cultive, cette présence-là. Et quand on l'a cultivée, là, on peut rentrer dans la pratique et c'est très puissant. Et le fruit de ce genre de pratique, quand on l'a pratiqué régulièrement sur des sujets différents, ça va faire qu'on va être en capacité de se trouver au calme intérieur très rapidement. Ça va amener beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie dans nos relations. Et ce calme intérieur va faire naître automatiquement un sentiment d'enracinement, de puissance, mais un bon sentiment de puissance ou de présence. Et de ce sentiment va émerger de la joie, qui n'est pas conditionné par l'extérieur. C'est un sentiment de bien-être, de la joie. Et de ce sentiment de joie va naître beaucoup de créativité et beaucoup d'audace pour être soi-même. Donc ça aussi, ça se travaille avec certaines méditations, tiens, telles que celle que je t'ai communiquée sur les 4 animaux dernièrement. Il y a tellement de choses à faire, Xavier.
Mais ouais, ça, c'est très, ouais, très intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, cette audace-là, pour un entrepreneur, l'audace d'être soi, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est en étant vraiment soi-même qu'on peut porter des messages qui sont vrais, authentiques et qui permet que ça soit avec nos clients, avec les personnes, même avec le banquier, de porter notre message et que les gens sentent vraiment ce qu'on qu'ils comprennent vraiment le message que l'on a à transmettre, quoi. Alors, oui, c'est vrai, si on prend l'exemple du banquier, mais la logique est la même pour un conjoint, pour des enfants professionnels, au banquier. Le banquier, il a besoin de quoi? Il a besoin de rassurer que vous allez réussir. Il a besoin de savoir que votre projet est inspirant et qu'il va attirer de la clientèle. Donc, du coup, si vous incarnez la tranquillité, la confiance en vous, en votre idée, et que vous le manifestez avec audace, vous allez magnétiser les clients et la réussite. Donc, le banquier va être comme magnétisé et vous aider à faire ce que vous voulez. Donc, la méditation, elle peut permettre vraiment d'incarner énormément de qualités, de savoir-être qui vont les partenaires, ouais, ouais. Il y a plein de, il y a plein de bienfaits, hein. Mm. Et donc tout à l'heure, tu disais que toi, en tant qu'entrepreneur, tu aides et tu accompagnes les coachs et d'autres types d'entrepreneurs pour leur apporter ta, ton savoir sur la méditation. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que tu disais que tu avais beaucoup de projets. En fait, je suis directeur d'une petite école maternelle primaire en Inde, dans un village rural, enfin, dans un village. Et j'y vais régulièrement, donc je vais tous les ans en Inde en pèlerinage et auprès de maîtres tibétains, prochainement en janvier ou en avril. Donc c'est l'un de mes projets, enfin l'une de mes occupations. Et sinon, mis à part le fait que je travaille avec des coachs, naturopathes, thérapeutes, j'ai pas d'autres projets. Je reste focus, hein. Si, j'en ai des projets, mais dans ma tête, pour l'instant, ils restent sous le coude. Il viendra le moment de les déployer. C'est vraiment en lien avec de nombreuses, de nombreux challenges sociétaux, des problématiques sociétales. Mais petit à petit, voilà, j'essaie de transmettre des outils dans différentes sphères et je me focalise là-dessus. Hmm. Ce projet-là avec cette école, est-ce que c'est un projet humanitaire? Comment ça se... Ah, en fait, je suis président d'une association française qui s'appelle l'École des Soleils et je suis directeur de l'école en Inde. Et donc, l'École des Soleils finance, soutient l'école indienne. D'accord. Ouais, mais donc, c'est un projet oui, humanitaire, on soutient, ouais, c'est un projet éducatif. D'accord. Et il y a des possibilités de faire des dons? Actuellement, on va bientôt clôturer une cagnotte parce qu'on a envie d'acheter un terrain pour bâtir un nouveau bâtiment. Là, on est dans un bâtiment pas très, très adapté et on voudrait bâtir quelque chose de mieux. Donc là, on a une cagnotte actuellement. Je te donnerai le lien. Ouais. Donc, c'est déductible des impôts à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les contribuables. D'accord. Ok. Ben, on partagera le lien avec la vidéo. Ça va? Merci, merci, merci. Mais en tout cas, Arnaud, c'était très intéressant de partager tout ça et qu'on fasse le lien méditation, entrepreneuriat et bienfaits de la méditation. Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de ça, de trouver des nouvelles aussi techniques, enfin, des approches qui leur permettent de se sentir mieux dans leur vie. Donc, moi, c'est dans l'accompagnement, mais il y a aussi d'autres façon de faire pour retrouver ce calme intérieur, pour arriver à mieux gérer ses émotions également. Donc, merci pour ce partage.
C'était Merci, merci à toi. très Merci à vous. enrichissant. Pour ceux qui nous écoutent, partagez cette vidéo, faites des likes, commentez sur ce que vous en avez pensé, sur ce que ça peut vous apporter. Et je vous partagerai le lien dont a parlé Arnaud pour contribuer à l'école des soleils, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, je vous partagerai le lien. Donc, je vous dis à très bientôt et salut!